C'est un grand honneur et un authentique plaisir pour moi d'accueillir aujourd'hui mon collègue et ami, le professeur Ron Saucy de l'Université de Chicago. Le professeur Saucy, comme tout scholar qui se respecte, a commencé par recevoir un BA en littérature grecque et comparée à l'université Duke, et il a obtenu son doctorat de PhD de la prestigieuse université de Yale en littérature comparée. En fait, entre justement sa formation de undergraduate et de graduate, il a eu l'idée assez originale, en tout cas pour un Américain, de venir à Paris pour suivre des cours de linguistique et de chinois à l'INALCO. Alors ensuite, il est passé dans sa carrière universitaire par toutes les universités américaines les plus prestigieuses. Ce parcours l'a mené par UCLA, donc University of California à Los Angeles, en Californie, à Stanford, également en Californie, à Yale, où il avait obtenu son doctorat. Et en tant que visiting professor, il a donné des cours ici à Paris 3, en Chine à Tsinghua, en Nouvelle-Zélande à Otago et à Hong Kong, à la City University de Hong Kong. Il est actuellement University Professor au département de langue et civilisation de l'Asie, au Committee on Social Thought, ça c'est une institution importante à Chicago, et il est affilié au département des langues et littératures romanes de l'Université de Chicago. Nous avons la chance de l'avoir à Paris parce que il est aussi directeur adjoint du laboratoire international de recherche appelé Humanities Plus, qui est une collaboration entre l'Université de Chicago et le CNRS, ici en France. Et il est également impliqué dans le Chicago France Center, avec lequel le Collège de France a une convention. Donc là, c'est vraiment notre chance, justement, de pouvoir instaurer ces va-et-vient au-dessus de l'Atlantique. Alors, je vous invite à consulter le CV du professeur Saucy, qui se trouve sur le site du Collège de France. Je vous préviens, il fait 25 pages. Alors, je vous résume un petit peu son travail. Donc, il est l'auteur de livres et d'articles sur l'esthétique comparée, à commencer par la chinoise, sur l'interprétation de la poésie classique chinoise, sur le concept de littérature orale, sur la traduction et la comparaison interculturelle. Et plus récemment, il a intégré, alors, dans ce vaste éventail, des questions d'équité dans l'accès aux soins médicaux dans les pays frappés par la pauvreté, un travail qu'il a entrepris en étroite collaboration avec le regretté docteur Paul Farmer. Vous voyez un petit peu l'amplitude justement des centres d'intérêt de Ron Saucy. J'ai pas mentionné le fait que c'est également le traducteur officiel de Jean Métellus, qui est un des plus grands poètes haïtiens. Je suis témoin, parce que je les ai vus de mes yeux vus,
Il est propriétaire d'une dizaine de vélos, alors de tout format, qui servent un petit peu à tout, à transporter des adultes, des enfants, des livres, etc., etc. Bon, alors, pour citer juste en fait quelques-unes de ces publications, ça commence par The Problem of a Chinese Aesthetic, publié à Stanford en 93. Ensuite, vous avez un livre qui a également fait date, Great Walls of Discourse and Other Adventures in Cultural China, publié à Harvard en 2001. Ensuite, The Ethnography of Rhythm, Orality and its Technologies, qui date de 2016. Plus récent, Translation as Citation, Zhuangzi, Inside Out, qui date de 2017. Encore plus récent, juste avant la pandémie, Are We Comparing Yet? On Standards, Justice and Incomparability, qui date donc de 2019 et qui est disponible en open access aussi. Et enfin, le plus récent, donc The Making of Barbarians, China in Multilingual Asia. Donc je m'arrête là parce que sinon je crois qu'on en a jusqu'à demain pour épuiser le CV. Pour finir, donc, il faudrait mentionner que le professeur Sorcy s'intéresse depuis quelques années à la circulation des motifs, des styles, des genres et des œuvres dans les pays d'Asie avant l'occidentalisation imposée au XIXe siècle, et il projette de diriger un vaste ouvrage collectif sur ce sujet dans les années à venir. Aujourd'hui, donc, le professeur Sorcy va nous parler de quelque chose qui est à la fois un thème ancien, mais également un sujet d'actualité, donc le chemin de l'exil, le rôle que cette thématique joue chez certains poètes classiques chinois. Merci Anne, c'est toujours un plaisir de me retrouver ici. Beaucoup de liens d'affection et de dette intellectuelle me relient au collège. Et donc, pour ne pas vous retenir indûment, je vais simplement dire mon plaisir d'être ici et ma gratitude envers Anne pour m'avoir invité. Bon, donc l'exil en Chine, vaste thème qui comporte tant de sous-divisions. Et le qualifier par la référence à la poésie ne restreint guère la portée du terme. À le prendre au sens large, l'éloignement, la nostalgie, le sentiment de manque, de n'être pas à sa place, sont presque consubstantiels à la parole poétique, car c'est là que se trouve le plus souvent le besoin initial d'exprimer quelque chose par des paroles dépassant l'ordinaire. Qing dong yu zhong er fa yu yan, dit la préface majeure du livre des Odes. Un sentiment se meut à l'intérieur et émerge sous forme de paroles. Une explication causale pour répondre à la question « Pourquoi la poésie ? Quelle est sa fonction ?» Parmi les 300 poèmes du livre des Odes, il y en a, certes, qui chantent les louanges du prince, qui félicitent le bonheur, qui invitent à l'amour, mais il y en a aussi beaucoup, pardonnez-moi de ne pas avoir essayé d'en faire le compte exact, qui disent la peine du soldat ou de la mariée forcée de quitter leur foyer. Et l'on sait que les élégies de Chu Tzu, sont un corpus de poésie organisé autour de la légende de Qu Yuan, le ministre intègre, délaissé par son souverain. Ces poèmes tournent dans tous les sens le scandale de l'homme bon mis à l'écart, en énumérant les cas classiques de l'Antiquité. Et puis, l'exil, au sens large d'une période de résidence forcée là où l'on n'est pas à sa place, a été le sort de millions sur millions de Chinois au cours des révoltes, des guerres, des invasions, des changements de dynastie qui se sont produits sur 3000 ans et plus d'histoire documentée. Tout cela risquerait de coaguler en une galaxie amorphe de mots et d'anecdotes qui rebuterait à l'esthète en matière de recherche que je suis.
si on n'opérait pas des distinctions préalables pour faire ressortir un objet primaire sur un arrière-fond. Faisons donc quelques coupes grossières dans la masse des informations. Une dynastie en Chine, c'est comme ailleurs, c'est un monopole du pouvoir exercé par une seule famille. Mais cette famille a besoin de support, d'associés, de conseillers, et ils vont trouver ces auxiliaires parmi les familles aristocratiques. Tout un parterre donc de rivaux possibles vont émerger, et les souverains en Chine se croient souvent obligés de mettre à l'écart ces puissances rivales, réelles ou potentielles. La stratégie du pouvoir sera alors de tenir ces rivaux possibles à distance. On les bannira de la capitale. On leur imposera des missions diplomatiques. On leur coupera les ailes sans leur trancher la tête, car malgré leurs inconvénients, ces alliés sont souvent utiles. L'exil, donc pour la période très ancienne, est pour ainsi dire une prérogative aristocratique. Elle s'applique à la personne. L'exil, pardon, il s'applique à la personne, il n'est pas conditionné à un délit. Des exemples abondent dans les chroniques de l'époque des royaumes combattants. Le Li Sao, ou la tristesse de la séparation, attribué à Qu Yuan, en est un autre. On a tellement insisté sur la relation de ministre au souverain qui unit le protagoniste de ce poème à son prince qu'on a tendance à oublier que par son ascendance et par ses qualités, Qu Yuan a assez de mérite pour faire de l'ombre à son roi. Et par conséquent que l'éloignement de Qu Yuan n'est pas uniquement à expliquer par des jalousies professionnelles ou des options idéologiques. Qu Yuan, pour sa part, n'est pas avare de métaphores qui le font dépasser la royauté pour frôler la divinité. Là, donc, j'ai cité quelques vers de la traduction déjà très ancienne de Hervé de Saint-Denis. Et on voit comment Qu Yuan, un peu pour se venger ou pour compenser son éloignement, entre par l'imagination dans le royaume des dieux. Il transforme sa mise à l'écart en périple triomphal. Quelques 500 ans plus tard, le poète Xie Lingyun fera allusion au cas de Qu Yuan pour imposer un sens à son propre exil par la force de l'analogie. C'est encore une histoire de faction et de lignée. Dans le désordre qui avait suivi la chute des Wei, la famille des Xie avait soutenu une faction perdante. Le nouvel empereur de la dynastie Liu Song, fondée en l'an 420 de notre ère, n'osait pas agir directement contre cette famille riche et puissante. Il a donc éloigné Xie Lingyun de la capitale en le nommant gouverneur d'un petit district de bord de mer. Et c'est là, et encore dans son autre résidence de Shining, que Xie a inventé un nouveau genre de poésie. Une poésie de paysage et d'exploration. Cette poésie émerge de la poésie de la complainte, de celle à la manière de Qu Yuan, mais s'en distingue nettement en trouvant une nouvelle voie. D'abord, dans les poèmes de son exil, Xie Lingyun dit sa déception. Il se morigène, se plonge dans la nostalgie, il garde le lit comme un déprimé quelconque. Là, voilà. J'ai un passage de notre poème qui s'appelle « En remontant le tour au-dessus du lac ». Donc, il est au sommet de cette tour, il est entre deux univers, l'univers de l'eau et l'univers du ciel. Et c'est un peu sa condition humaine aussi. Et donc, il nous dit que s'il se confronte au ciel, il est incapable de monter aux nuées. Il ne va jamais avoir une relation très proche avec le pouvoir. Mais s'il s'approche du fleuve, il y a là peut-être une suggestion du suicide de Qu Yuan. Il est intimidé par les profondeurs. Il ne va quand même pas se plonger dans la rivière.
Et donc, il se plaint de toute manière de sa condition d'officiel en rustication. Mais à un moment donné, il jette les couvertures, il regarde ce qui est autour de lui, il tend l'oreille au bruit des vagues, il lève les yeux vers l'éclat des sommets escarpés. Et c'est là que commence cette poésie de l'exploration, de l'exploration physique, la découverte du paysage physique. Donc, quand il parle des sommets escarpés, ce sont peut-être des figures, des sommets à prendre au figuré, mais surtout, dans sa poésie, ce sont de réels sommets qu'on peut visiter. Il a d'ailleurs inventé des souliers adaptés à la montagne, les premières bottes d'alpinisme. Le parallélisme syntaxique, qui était une nouveauté poétique à l'époque, va conduire Xie-Ling-Yun à noter de façon analytique et avec une subtilité exquise ses perceptions d'objets rencontrés en chemin. Donc, d'un autre poème, j'ai un petit exemple. C'est Xie-Ling-Yun qui se promène à la montagne et qui fait des notes, des remarques et qui organise ses perceptions en séries parallèles. Là où les pierres sont couchées, les eaux coulantes se séparent. En parallèle avec le vers suivant, la forêt épaisse recouvre les traces de pas à peine esquissées. Donc, deux ordres de phénomènes naturels qu'il met en parallèle pour faire remarquer leurs similitudes et leurs différences. C'est un mécanisme donc, qui exploite au maximum la souplesse syntaxique et l'exactitude sémantique des mots chinois. Qu'est-ce qui précipite cette éclosion et ce surgissement? Tout pousse, tout grandit, tout tend à se parfaire. Donc, là, on voit Xie-Ling-Yun qui a oublié sa déception et son malheur et qui participe à un monde où tout est en train de zuo, comme il dit. Il utilise ce verbe primaire, jie zuo ji he gan. Tout est en train de s'éclore et de se rendre actif. Zuo, c'est vraiment se rendre actif. Donc, il participe à un cosmos vivant au lieu de se tenir à distance et être enveloppé par la nostalgie. J'aurais pu vous citer des centaines de vers de ce poète que j'aime beaucoup et qui a trouvé le moyen de changer son bannissement en source de renouveau poétique. Je vous renvoie pourtant aux beaux commentaires de Francis Westbrook, de Kang Yi-Sun-jang et de Wendy Swartz. Pour cela. Mais je voulais indiquer comment Xie-Ling-Yun est devenu un prédécesseur pour d'autres poètes du paysage, dont certains qu'il était devenu, comme lui, involontairement. Mais avant de retracer cette influence de Xie-Ling-Yun, il faudra prendre acte d'un changement dans les pratiques de l'exil. À mesure que la Chine, sous les Tang et les Song, s'est muée en un empire administré par une bureaucratie recrutée et maintenue par des moyens impersonnels, tels que les examens, les contrôles et les périodiques mises à jour, le bannissement et la dégradation se sont associés à un appareil de type juridique. L'exil se présente alors comme une mesure administrative de punition, adressée pour des raisons spécifiques aux subordonnés défaillants. Cela demande donc un bon ajustement entre le crime et la punition. On sera banni non pas en raison de ce qu'on aurait pu faire à l'avenir, mais à cause de ce qu'on a fait, c'est-à-dire de sa performance dans la fonction publique. Au cours d'une brillante carrière, le fonctionnaire modèle enchaîne les bons résultats aux examens et aux promotions. Il enchaîne les bons résultats aux examens et les promotions au sein de son ministère jusqu'au moment où il sera pris la main dans le sac ou bien qu'il entrera en conflit avec un autre fonctionnaire modèle.
hein. Donc, on a souvent des histoires de carrières brillantes qui s'arrêtent brusquement. Et quand on est le protagoniste de ce genre d'histoire, on va se demander pourquoi. Hein. Pourquoi suis-je en faute? Qu'est-ce que j'ai fait? Donc, c'est assez différent de la situation de Xie Lingyun. Et donc, pour les poètes des Tang et des Song qui se sont trouvés dans les marges de l'Empire, il fallait avoir une explication, une narration qui rende compte de leur mauvaise fortune. Prenons le cas de Shen Xuanqi, poète dont les dates sont de 656 à 729. Le Tang Cai Zhuan, les biographies des hommes de talent sous les Tang, résument sa carrière en quelques mots. Ayant reçu des pots de vin dans ses postes de préposé à la musique de cour et directeur de personnel, il a été condamné à l'exil à vie à Huanzhou. C'est lapidaire, c'est très bref. Il est pourtant probable que la vraie raison de sa condamnation relève d'un tout autre mobile, car Shen était le protégé de Zhang Yizhi, favori de l'impératrice Wu Zetian, l'unique femme ayant exercé la fonction d'empereur au cours de l'histoire chinoise. À la chute de l'impératrice Wu en 705, Zhang ayant été décapité et exposé sur la place publique, ses subordonnés ont été l'objet d'une campagne d'épuration. Donc c'est peut-être là la véritable raison de l'exil de Shen Xuanqi, car les pots de vin, ce n'est pas vraiment scandaleux, c'est dans l'usage, mais des offenses idéologiques et des fréquentations avec une autre faction, ça ne se pardonne pas. Donc, Shen Xuanqi a passé quelques années dans l'actuel Vietnam avant d'être pardonné et réadmis à la cour. Le voyage vers le sud a été dur. Prenons pour témoin un poème écrit en route. Donc, au lieu de tout relire, je vous laisse regarder. C'est un poème assez long qui utilise le parallélisme de poètes tels que Xie Lingyun pour expliquer, analyser, mettre en valeur ce paysage sauvage. Le pays décrit par Shen Xuanqi se trouve entre le Hunan et le Guangdong actuel. Donc à mi-chemin, plus ou moins, entre la capitale et le lieu désigné de son bannissement. Il n'y avait ni route ni canot. On remonte des torrents, on coupe à travers la brousse, et ce faisant, on a l'impression de remonter le temps, jusqu'à l'époque mythique de la fondation de la Chine par les héros culturels Yu le Grand et Shen Nong, qui sont évoqués là. Je crois avoir une carte. Tenez, voilà. Vous n'avez pas la vue de la Chine en entier, mais le périple décrit dans le poème commence là où vous avez un cercle et finit là où vous avez le triangle. Et vous voyez que malgré les routes qui existent aujourd'hui, c'est encore un pays assez sauvage et montagneux, boisé. Donc vous imaginez, hein, il y a 1300 ans dans le passé, que ça a dû être beaucoup plus sauvage. Et il nous le dit. Hein, donc, il décrit la situation géographique et historique, ou plutôt préhistorique, du lieu qu'il doit traverser. Ensuite, il donne la description du pays et du climat, le milieu du poème. Et il raconte les difficultés du parcours. Donc, voilà, Shixing à Guiyang. Et en guise de conclusion, il raconte les obstacles, les difficultés, enfin tout ce qui rendait cet exil particulièrement pénible.
Et il y a à la fin deux vers replient l'enveloppe, pour ainsi dire, et inscrivent l'adresse, pour ainsi dire, faisant du récit une performance destinée au public que Shen Chuanqi a naguère connu à la capitale. La régularité de format de ce poème, il y a 10 vers sur le premier sujet, sur la situation géographique, 10 vers sur les difficultés de parcours, et ensuite 10 vers qui ramènent les voyageurs en pensée au moins à la capitale, plus enfin 2 vers pour conclure. C'est assez régulier et cela nous rappelle que c'est bien le même Shen Chuanqi, connu pour l'élégance de cette strophe, qui est l'auteur de ce voyage au bout du monde. Une manière, je suppose, de ne pas s'avouer vaincu. Donc voilà pour le poème de Shen Chuanqi, En route vers le Vietnam. Je rappelle que selon le Tang Cai Zizhuan, l'exil de Shen Chuanqi était annoncé comme définitif. En écrivant pour les lecteurs de la capitale, il se dote d'une existence quasi posthume. Il est et il n'est pas le même Shen Chuanqi dont les vers faisaient les délices de la jeunesse de Chang'an. Il entre dans une nouvelle période poétique et il veut le faire savoir. Il veut transmettre le message de son voyage. Les autres poèmes de l'exil de Shen Chuanqi sont chargés de nostalgie, de réminiscences, de remarques contrastant les coutumes du Vietnam avec celles plus civilisées, dit-on, de Chang'an. Mais dans le morceau que je viens de citer, c'est la nouveauté de l'expérience du voyageur qui prime. Pour faire saisir le contraste, je vais reproduire une poésie écrite à la première manière de Shen Chuanqi, quand il découvrait la capitale comme jeune poète et s'en faisait le chantre. Donc, c'est un poème assez charmant, tout simple, où il décrit la ville de Chang'an qui s'élève au milieu de la plaine, et c'est une ville pleine de monde où l'on s'amuse beaucoup. C'est le printemps, voitures et chevaux devant 1000 portes attendent le jour, parce que les propriétaires de ces voitures sont en train de s'amuser toute la nuit. Il y a la nature dans la ville, la poussière rouge qui a cette connotation bouddhique des vanités de ce monde, s'amasse et se dissipe. À la tombée du jour, on ramène les coqs du combat, parce que c'est une autre manière de s'amuser, et passant devant les maisons closes, on jette un regard. Bon, c'est charmant, c'est bien trouvé, mais ce n'est pas la même chose que cette odyssée dans la brousse. C'est une autre voix, c'est entièrement une autre voix qui parle dans le poème sur la traversée. Être en exil sans succomber à la nostalgie, sans se prendre en pitié, c'est sans doute difficile. On peut imaginer l'exilé comme une personne divisée, aliénée. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on bannit, n'est-ce pas? Faire souffrir par la séparation. De cette séparation, nous avons beaucoup de témoignages éloquents. Je vais évoquer Han Yu, qui écrit une lettre à son ami dans la capitale et qui dit « Ici, il n'y a absolument personne avec qui parler. Ce sont autour de moi des barbares et il n'y a aucune raison de venir me rendre visite. » Ou bien Liu Zongyuan, aussi des Tang, qui a été relégué à une sous-préfecture dans le Hunan, un endroit s'appelant Yongzhou, et ensuite à Liuzhou dans le Guangxi. Donc c'est vraiment la fin du monde pour les gens de Chang'an. Liu Zongyuan décrit son aliénation spatiale et culturelle dans le poème que je cite ici. Les résidents de ce pays, Liuzhou,
ont des habits étranges et paroles inconnues. Ce ne sont pas des Chinois, ce sont je ne sais pas qui exactement, mais des Miao ou des Yi ou quelque autre minorité nationale, comme on dirait aujourd'hui, qui ont des habitudes de cuisine différentes du Nord. On reconnaît les feuilles de lotus farcies de riz qui sont très bons à manger, mais ce sont des mets du Sud qu'on ne ferait pas à Chang'an, mais qui seraient tout à fait normales à Changsha, par exemple. Dans un accès d'humeur, dit Liu Zongyuan, je demande à l'auxiliaire du tribunal de traduire pour la énième fois. Il donne un sens nouveau à cette expression Chongyi, qui est utilisée pour exprimer la distance entre les autres peuples et la Chine. Le fait qu'il faut traduire de multiples fois avant que le message n'arrive à destination. Alors lui, Chongyi, c'est peut-être qu'il ne comprend pas même la traduction offerte par son auxiliaire. Pour un peu, dit-il, je jetterai mon bonnet de mandarin pour devenir un sauvage tatoué. Désespoir du mandarin, qui est aussi une allusion au Zhuangzi, où Zhuangzi nous fait réaliser que pour les buts de la vie, pour avoir une bonne vie, il n'y a aucune raison de porter des bonnets de mandarin que les sauvages du sud extrême s'en tirent très bien avec des corps nus et des tatouages. Et donc, Liu Zongyuan offre dans le dernier vers deux manières d'interpréter le manque de familiarité à laquelle il se confronte. Ce petit poème, donc, dans ces derniers vers, montre l'exilé, l'officiel banni, en proie à une crise de vocation. Liu Zongyuan imagine un pas qu'il ne prendra jamais. Il ne va pas jeter son bonnet de mandarin. Mais au moins, il imagine. Quelques 200 ans plus tard, Su Shi, exilé à Hainan, dans l'extrême sud, prendra le parti de l'ensauvagement, au moins dans le registre de l'imaginaire autobiographique. Alors, on connaît, je pense, Su Shi, qui a exercé de hautes fonctions dans l'État, et a également subi des réprimandes pour son franc-parler ou son insubordination, si vous préférez. Il a été banni 3 fois et ces bannissements sont à évaluer en fonction de leur distance de la capitale. On voit donc en haut, Bianjing, Su Dongpo a fait des bêtises et on l'a envoyé à Huangzhou. Ça l'apprendra, n'est-ce pas? Eh bien non, ça ne lui a rien du tout appris. Et il a été banni une 2e fois à Huizhou, tout près de Hong Kong, dans le sud. Et une 3e fois à Danzhou, qui est si loin de la capitale des Song que cette carte, repérée quelque part sur le web, ne le rend même pas visible. Donc vous allez imaginer Hainan, une sorte de grande île ovale au sud du continent. Et quand on bannit à Hainan Dao, ce n'était pas un endroit d'où on revenait souvent, parce qu'avec le paludisme, on risquait d'y laisser sa peau. Ce qui n'était pas tout à fait le cas pour Su Dongpo. Donc, on raconte qu'en revenant vers la capitale de son ultime exil à Hainan, Su Shi est tombé dans un monastère sur un portrait de lui-même, peint quelques années auparavant. Et il regarde son portrait et il ajoute quelques mots au pinceau sur la marge de la peinture, où il dit « L'esprit, tel un bout de bois tourné en cendres, le corps, tel un bateau sans amarre. Si on me demandait « Et qu'as-tu fait de ta vie ?»
Huangzhou, Huizhou, Danzhou. Le cendre de bois et le bateau sans amarre viennent de Zhuangzi. Ce sont deux images pour la liberté totale de la personne qui est sans attache, sans espérance et sans motivation. C'est ainsi que Su Shi se dépeint à la fin de sa vie. Et pour couronner cette existence, 3 victoires, 3 accolades, l'exil successif à Huangzhou, Huizhou et Danzhou. Les vers de 6 pieds étant rares en chinois, on voit par le dernier vers que tout le poème a été construit pour servir de cadre à cette affirmation finale. Il y a le premier accessit avec félicitations du jury dans l'infamie. Et comme c'est quelqu'un qui adore l'ironie et l'imprévisible, on voit Su Shi qui reprend des mains de l'empereur le sens de ces bannissements. Il est tout à fait possible de bannir Su Shi, mais le faire souffrir par le bannissement, non, pas du tout. Il évacue l'effet du jugement prononcé contre lui. Et pourtant, il a fallu du temps pour que Su Shi recouvre de cet air joyeux sa condamnation. Au moment de partir pour Hainan, il craignait pour sa vie, il se représentait son exil comme une torture. Une fois arrivé, pourtant, Su Shi s'est lié d'amitié avec les indigènes et a partagé leur manière de vivre, et surtout leur boisson de choix, une sorte d'arak qui compensait le manque d'un langage commun. Au moment de partir, car après 3 ans, Su Shi a bénéficié d'une grâce impériale, l'exilé a réécrit sa propre histoire pour se donner de nouvelles origines. Dans un poème d'adieu, il dit « Je suis au fond un enfant de Hainan. Si je suis né au Sichuan, ce n'est là qu'un accident. Quand j'ai été amené à traverser les mers, c'était comme un voyage dans l'au-delà. » Encore une allusion à cette tradition de Qiyuan où l'on monte dans les airs pour connaître la transcendance. Pour toute mon existence, 3 choses, la vie, la mort, le rêve, n'en fait qu'une. Je vous quitte pour toujours, mais j'aurais voulu prolonger un peu le moment. Alors, prolonger un peu le moment, c'est aussi une citation de Qiyuan, qui, au royaume des dieux, veut prolonger ce moment qu'il ne peut pas prolonger. Car on entrevoit pour quelques instants seulement le pays des dieux. Donc après son exil dans le sud, que la publicité n'avait pas encore orné du titre de paradis terrestre, loin de là, la plage n'existe pas encore, on n'a pas imaginé qu'on allait de bonne volonté vers la Hainan. Cette référence met à leur place les factions et les jaloux que Su Shi s'imagine bientôt devoir confronter de nouveau à son retour. Les indigènes de Hainan, pour lui, sont comme des immortels, libres et justes, comme il cite ses poèmes sur la rencontre avec les immortels. Un autre poème de départ, écrit dans la même circonstance, cite Qiyuan comme de bien entendu, et il affirme la valeur de l'exil indépendamment de la grâce accordée. J'ai encouru 9 fois le danger de mourir dans les déserts du Sud et je n'ai pas de regrets. 9 fois, mourir 9 fois, Qiyuan dit avec un peu de mélodrame, qu'il est prêt à mourir 9 fois pour son souverain. Et alors, à cause de son souverain, Su Shi a encouru 9 fois le danger de mourir, et ça ne lui a pas fait beaucoup d'effet. Ce voyage, cette aventure sans pareil, couronne mon existence. On ne punit pas un homme comme Su Shi. Il trouvera toujours le moyen de tourner l'histoire contre ses détracteurs, de refaire la narration, de faire de sa condamnation un titre de gloire. Pour ce faire,
il n'aurait pas suffi d'inverser les pôles de la justice et de l'injustice, un renversement puéril et égoïste. Il fallait au contraire se plonger dans l'expérience de l'étranger, se laisser transformer par ces gens au visage et à la parole bizarres et accepter une fois pour toutes que l'exil serait définitif, qu'on allait tourner le dos à la nostalgie. Voilà comment on devient soucieux, ou comment on reste soucieux malgré tout. Quelques paroles pour conclure. Au cours de cette intervention sur le thème de l'exil, j'ai pu sembler adopter une manière bien classique en Chine de commenter les textes. On part de la biographie de l'auteur et à l'aide de citations et de détails du contexte historique, on reconstruit ce qu'il ou elle a voulu dire. Je me suis servi abondamment de cette ressource, mais en fin de compte, mon propos est autre. Je n'ai pas voulu faire de la poésie un document de la vie vécue par les poètes. C'est assigner un rôle trop passif au verbe poétique. « Poetry makes nothing happen », disait Winston Hugh Auden. N'en déplaise au grand poète anglais, mais « poetry makes poetry happen », ce qui est déjà quelque chose. Mon but a été de montrer comment l'invention d'un nouveau style poétique ajoute aux possibilités de raconter sa vie, de former et de formater le récit qu'on fait de soi-même, de sorte que c'est la poésie qui dirige la biographie et non le contraire, et que c'est le refus de certains poètes de laisser prononcer le dernier mot à la loi, à l'histoire, au consensus, au souverain, qui élargit notre monde et le fait respirer d'une liberté, d'un imaginaire autrement inaccessible. Merci.